France Culture. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. On s'épouvante devant le jour terrible que vient d'y jeter l'affaire Dreyfus. Ce sacrifice humain d'un malheureux, d'un sale juif. Ah, tout ce qui s'est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des meurtres d'inquisition et de tyrannie. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Ne laissons pas je ne sais quel irénisme naïf nous dissimuler cette réalité. L'antisémitisme s'aggrave en Europe et en France en particulier, en violent antagonisme avec les valeurs primordiales de la République telles qu'elles sont issues du meilleur des Lumières. Quand bien même il faut prendre garde, comme pour toutes les époques, à ne pas surévaluer le degré de représentativité des crimes, des cris, des profanations et même des lapsus qui créent la douleur et mettent en alerte, on ne peut pas, ces temps-ci, faire l'économie d'une réflexion sur l'histoire de ce fléau, sur la diversité dans la longue durée de ses ressorts comme de ses manifestations intellectuelles, politiques et sociales. Sur les rythmes de ces expressions non moins, entre cheminement souterrain et brusque surgissement. Le sujet étant immense, j'ai choisi ce matin de concentrer notre attention sur la période spécifique des premières décennies de la Troisième République, parce que s'y trouvent entremêlés, de la gauche à la droite, des composantes multiformes de l'antisémitisme moderne en mouvement et, peut-on dire, en construction. Mon invité, Grégoire Kaufmann, docteur en histoire, qui enseigne à l'Institut d'études politiques de Paris, a publié une biographie essentielle d'Édouard Drumont, le rédacteur de la Libre Parole, le journal de son combat, l'auteur de La France juive, best-seller des années 1880, Drumont, qui fut le propagandiste halluciné d'une obsession. Prendre la mesure de son influence, ce fut pour Grégoire Kaufmann l'occasion d'une analyse féconde des dimensions, c'est-à-dire aussi des limites, de la diffusion en surface et en profondeur de cette doctrine de haine. Il va nous faire profiter de son enquête. Et pour commencer, je vais vous transporter jusqu'au 29 avril 1944 pour la remise d'un prix Édouard Drumont à l'occasion du centenaire de celui-ci par deux figures collaborationnistes, Paul Schack et Henri Coston. Bien que je sois d'une génération qui a connu Édouard Drumont, et dans cette génération, parmi ceux pour qui la libre parole était aussi la bonne parole, je me sens beaucoup moins qualifié que mon ami Henri Coston pour vous parler de l'œuvre d'Édouard Drumont. Vous allez aujourd'hui, si vous voulez bien, entendre Édouard Drumont par ma bouche. Dans l'âme ardente et généreuse de l'Arien, la tolérance est une vertu naturelle. Et il faut l'exciter bien longtemps pour le décider à user de son droit de légitime défense. Je pense, mes chers amis, qu'on nous a excité assez longtemps, n'est-ce pas? Et que de ce droit de légitime défense, nous avons le droit d'user. J'ajoute que nous en userons. Retenez bien, écrit Drumont, cette observation fondamentale est qu'il dépasse toujours un point presque imperceptible qu'il ne faut pas franchir avec l'Arien. À l'Arien, on peut tout faire. Seulement, il faut éviter de l'agacer. Il se laissera voler tout ce qu'il possède. Et tout à coup entrera en fureur pour une rose qu'on voudra lui arracher. Au temps où le bien-pensant Bernanos n'était pas au service des bien-pensus de la cité, l'auteur de Sous le soleil de Satan écrivait
que Drummond a été guidé uniquement par la haine de l'oppression qui faisait le fond de sa nature. C'est ce qui explique le socialisme vrai, le socialisme profond de l'auteur de La fin d'un monde, qui excuse les quelques injustices que des esprits chagrins ont pu relever dans les 5 ou 6 000 feuillets de son œuvre littéraire. Bravo. Telle fut cette réunion intime qui permit aux journalistes français, tout en remettant le prix Édouard Drummond, de célébrer la pensée dont nous fêtions il y a quelques jours le 100e anniversaire de la naissance, et qui fut non seulement un catholique fervent, mais un grand Français et le fondateur du socialisme national, Édouard Drummond. Grégoire Kaufmann, bonjour. Bonjour. C'était donc Paul Schack et Henri Coston. Ils s'expriment quelques semaines avant la libération de Paris et du territoire. Ils incarnent ce que la collaboration a pu porter de plus déterminé, de plus intense et à nos yeux de plus infâme. Paul Schack va être fusillé peu de temps après le retour des Alliés en France. Oui, tout à fait. Ces drumontistes des années noires se recrutent essentiellement dans les rangs des collaborationnistes parisiens les plus radicaux. Il faut savoir qu'on est à une époque où revendiquer la mémoire de Drummond repose sur un calcul stratégique assez clair de la part de ces antisémites pro-hitlériens. L'idée d'invoquer la mémoire de Drummond, de vouloir le panthéoniser, puisqu'on tente à cette époque de le faire entrer au Panthéon, revient à rétorquer à ceux qui les accusent d'être antisémites parce qu'hitlériens, précisément, regardez, Drummond, c'est les racines françaises de l'antisémitisme. On n'a pas attendu Adolf Hitler. Notre engagement repose sur une longue histoire et sur un itinéraire strictement français qu'incarne Édouard Drummond. Il faut savoir aussi que de la part de ces collaborationnistes, invoquer la mémoire de Drummond revient en filigrane à accabler le régime de Vichy, puisque selon eux, selon ces collaborationnistes qui agissent à Paris avec le soutien des autorités d'occupation, Vichy fait preuve de mollesse dans la lutte anti-juive. Les drumontistes des années noires vont même jusqu'à répandre l'idée d'un Vichy enjuivé. Un Vichy, selon eux, c'est Jérusalem surallié. Il y aurait, selon eux, des Juifs à Vichy, encore en avril 1944. Il faut savoir que ces collaborationnistes sont très hostiles au gouvernement de Vichy. L'obsession va jusque-là. Cette obsession du complot juif va jusqu'à décrire Vichy comme étant un gouvernement enjuivé, selon leurs termes. Avec un effort pour mettre dans le même sac, si je puis dire, l'anticommunisme et l'antisémitisme. Paul Schack dirige le comité d'action anti-bolchevique depuis 1941. Il y a aussi cette volonté de la part des drumontistes des années noires, de revenir, c'est très à la mode à l'époque, un socialisme national, débarrassé des influences juives, donc marxistes, un socialisme national qu'aurait incarné Édouard Drummond à la fin du 19e siècle. Nous allons, Grégoire Kaufmann, parler de Drummond, de la libre parole, de la France juive, de ce que ce personnage a signifié, a porté, a incarné, mais auparavant, il faut que nous revenions quelque peu en arrière, jusqu'aux origines de cet antisémitisme. Je disais le meilleur des Lumières tout à l'heure, car les Lumières sont parfois un peu ambivalentes quant à la manière de considérer le judaïsme. Oui, le meilleur et le pire. Il y a évidemment de la part des Lumières un message universaliste qui aboutira aussi au fait que la France sera le premier pays au monde à émanciper ses Juifs, à en faire des citoyens à part entière. Et il y a aussi... Au moment de la Révolution. Exactement, au moment de la Révolution. Il y a également... on va dire, une face plus sombre des Lumières qu'incarnerait Voltaire, ou à tout le moins certains écrits de Voltaire, puisque l'on trouve par exemple chez Voltaire cette idée selon laquelle les Juifs forment un peuple archaïque voué à l'exclusivisme religieux. On retrouve dans l'anticléricalisme voltairien une dimension anti-juive très accentuée. Oui, dans son dictionnaire philosophique, il écrit l'article juif, Voltaire, « Vous ne trouverez en eux qu'un peuple ignorant et barbare qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition. » Diderot aussi n'est pas mal. La religion des Juifs et celle des peuples chez lesquels ils habitent ne leur permettent pas de s'incorporer avec eux. Ils doivent faire une nation à part. Il y a chez ces philosophes une rencontre entre l'anti-judaïsme et en même temps le rejet d'un christianisme oppresseur. C'est un refus global à l'égard des religions monothéistes. Un refus de tous les monothéismes et en la circonstance, Voltaire ou Diderot reprochent au judaïsme d'avoir enfanté le christianisme, bien évidemment, d'où cette dimension très anticléricale. Il y aura d'ailleurs toute une lignée, nous allons le voir, qui aboutit à cet antisémitisme de gauche, l'expression
est étrange à certains égards aujourd'hui, mais elle correspond à une réalité. Restons un instant sur la Révolution. Effectivement, la volonté très claire d'accepter les Juifs comme citoyens et de les refuser comme nation, suivant le mot fameux de Clermont-Tonnerre à la tribune de l'Assemblée. Tout à fait, on tente de gommer une part de l'identité religieuse des Juifs pour en faire précisément des citoyens à part entière. La religion doit rentrer dans la sphère privée. Il y a une injonction à éluder presque cette identité religieuse. On retrouvera cette argumentation tout au long du XIXe siècle. Napoléon organise la religion juive pour la mettre efficacement à l'intérieur de son empire, mais il continue d'exprimer une certaine méfiance envers les Juifs. Oui, il est tributaire des préjugés de son temps, en assimilant les Juifs, je cite, à des sauterelles ou encore à des rapaces, avec cette idée aussi chez lui, du Juif agioteur, spéculateur, maquignon, une idée qui va imprégner la propagande anticapitaliste du XIXe siècle. Alors votre Druon, si je puis dire, Grégoire Kaufmann, le Druon auquel vous avez consacré cette belle biographie, il faut faire entendre sa voix. J'emprunte un texte au film que Emmanuel Bourdieu a réalisé avec votre précieux concours à la suite de la publication de votre livre, Drummond, histoire d'un antisémite français, film de 2010, c'est Denis Podalides ici qui lit un texte qui est en fait un résumé de plusieurs propos dispersés d'Édouard Drummond, mais qui dit bien l'essentiel. Le seul auquel la Révolution ait profité est le Juif. Tout vient du Juif, tout revient au Juif. Il y a là une véritable conquête, une mise à la glèbe de toute une nation par une minorité infime, mais cohésive, comparable à la mise à la glèbe des Saxons par les 60 000 Normands de Guillaume le Conquérant. Les procédés sont différents, le résultat est le même, tout un peuple travaillant pour un autre qui s'approprie, par un vaste système d'exploitation financière, le bénéfice du travail d'autrui. Ces immenses fortunes juives, les châteaux, les hôtels juifs ne sont le fruit d'aucun labeur effectif, d'aucune production. Ils sont la proélibation d'une race dominante sur une race asservie. On voit bien dans ce texte qu'il y a rencontre entre les trois sources dont Édouard Drummond a fait l'essentiel de sa propagande. Je veux dire, d'un côté, l'antijudaïsme chrétien, de l'autre, un certain anticapitalisme de gauche, et enfin, l'émergence d'un racisme moderne et contemporain. C'est cela, je crois, qu'il faut que nous voyions de plus près. Et en particulier, on l'oublie parfois, ce qu'on peut appeler l'anticapitalisme de gauche. Les Juifs incarnés dans les grandes figures des banquiers et des entrepreneurs du 19e siècle, les Pereire, les Rothschild. Exactement, il y a du côté des socialistes, dès la première moitié du 19e siècle, une tonalité anti-juive plus ou moins affirmée. On le retrouve par exemple chez Charles Fourier, dans certains passages de ses écrits. Le socialisme utopique de Charles Fourier charrie un certain nombre de préjugés anti-juifs, le juif étant associé chez lui aux spéculateurs, à la finance internationale. Mais on va trouver cette tendance beaucoup plus accentuée chez l'un de ses disciples, qui est Thoussnel, qui publie en 1845 un livre qui connaîtra un certain retentissement, Les Juifs, rois de l'époque, histoire des féodalités financières. Et Thoussnel, eh bien, dans ce livre, assimile la révolution de 1789 à une révolution bourgeoise, au triomphe de la finance juive et du capitalisme, au triomphe de la spéculation financière. Il assimile les Juifs à des parasites. Il va connaître une forte influence tout au long de la deuxième moitié du 19e siècle. Il va par exemple, influencer des penseurs et des activistes politiques comme Blanqui ou encore Jules Vallès, Michelet, Henri Rochefort et bien naturellement Édouard Drummond. Proudhon n'est pas mal aussi dans cette liste. C'est Thoussnel qui a cette formule, cette définition célèbre. J'appelle de ce nom méprisé de juif tout trafiquant d'espèces, tout parasite improductif, vivant de la substance et du travail d'autrui. Et qui dit juif, dit protestant. Ça, c'est intéressant parce qu'on va voir la rencontre entre ces deux minorités. Et il est fatal que l'anglais, que le hollandais et le genevois, qui apprennent à lire la volonté de Dieu dans le même livre que le juif, entendez l'Ancien Testament, professent pour les lois de l'équité et pour les droits des travailleurs le même mépris que le juif. C'est Thoussnel qui lance le mot d'ordre « guerre aux juifs ». Les opprimés du capital, les victimes du parasitisme, le peuple asservi aux agioteurs sont des thèmes dont on oublie parfois aujourd'hui la prégnance en ce milieu du 19e siècle.
On a vu cette charge contre le protestantisme chez Thusnel, qui correspond aussi à une vieille ancienne que l'on retrouve parmi d'autres penseurs socialistes, cette idée que la réforme est d'origine juive, que le capitalisme bancaire, que le développement du crédit et que aussi la laïcisation de la société serait le fruit d'un complot judéo-protestant, pour reprendre la terminologie utilisée à cette époque. Ce qui est intéressant également dans ce passage de Thusnel, c'est qu'on voit bien chez lui que l'homme se définit par son travail manuel et que les Juifs, dans cette perspective, ne se livreraient jamais au travail manuel, mais au contraire seraient des intermédiaires, toujours frauduleux, toujours parasites. Et on retrouve également cette dimension-là très accentuée chez Proudhon. Surtout ces carnets restés longtemps inédits, où il a d'une grande violence. Il y a dans ces carnets restés longtemps inédits une haine débondée à l'encontre des Juifs. Il y a donc cet ancrage très anticapitaliste, cette sensibilité socialiste qui fait l'une des composantes de l'antisémitisme au XIXe siècle. Vous voyez ce qu'écrit, on a un peu froid dans le dos, Proudhon dans ses carnets, le Juif est l'ennemi du genre humain, il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Dans les manifestations d'antisémitisme verbal, on est à la fois dans l'expression assumée et décomplexée d'un appel à la mise à mort des Juifs, et à la fois comment faire la part des choses entre le défouloir que constitue l'acte d'écriture ou bien encore l'acte discursif, une catharsis, et la motivation intime du locuteur. Il faut être juste, les Saint-Simoniens, qui ont joué un rôle majeur, comme on sait, dans le développement de la pensée socialiste et en même temps du capitalisme d'entrepreneurs au XIXe siècle, et les Saint-Simoniens sont exempts d'antisémitisme. Il y a d'ailleurs parmi les Saint-Simoniens un certain nombre de personnages de grande ampleur et de grande efficacité qui sont juifs eux-mêmes, par exemple Frère Pereire. Exactement, qui ont contribué au développement du système bancaire et du crédit au XIXe siècle et qui se retrouvent dans les idées saint-simoniennes et dans cette idée de l'industrialisme triomphant, cette vision optimiste de la modernité que l'on retrouve absolument pas chez les penseurs socialistes à cette époque-là. Est-ce pour autant qu'il faille dire que cet antisémitisme qu'on peut appeler de gauche est marqué en profondeur la population française, et en particulier la population ouvrière? Ça paraît discutable. D'ailleurs, c'est le même moment où le Juif errant, qui n'a rien d'antisémite, le très grand roman d'Eugène Sue, paraît avec un grand succès. On est en 1844-1845, qui est au contraire un réquisitoire contre l'intolérance religieuse. Ces préjugés anti-juifs, anticapitalistes et socialisants circulent dans un certain nombre de petites chapelles fourriéristes, utopistes. On a parlé de Thusnel, de Fourier, mais il est vrai que ces préjugés ne mordent pas sur les masses ouvrières, demeurées assez longtemps indifférentes en fait à cet anticapitalisme, même si quand même il y a des préjugés qui commencent à circuler dans le discours social, et il y a cette assimilation évidemment du capitalisme à la haute finance juive, avec la figure répulsive entre toutes de Rothschild. Il faut savoir que le mythe Rothschild imprègne cette propagande socialiste tout au long du 19e, et on le retrouve d'un bout à l'autre du livre de Thusnel, Les Juifs, rois de l'époque. Et là, comme ailleurs, il faut à chaque moment se poser la question de savoir ce que représentent ces manifestations, quelle portée ils ont, dans quelle mesure ils pèsent sur les consciences, ce qui évite quelques débordements d'exagération. Alors, avant Édouard Drumont et les années 1880, l'antisémitisme peut être considéré comme résiduel, et selon moi, il imprègne bien davantage les mentalités catholiques que ces secteurs du socialisme qui tentent de diffuser les préjugés anti-juifs sans beaucoup de succès dans le monde ouvrier. Il y a d'ailleurs des penseurs et des écrivains catholiques à l'époque qui utilisent eux-mêmes l'antisémitisme dans leur réquisitoire anticapitaliste. Je veux parler par exemple de Jean-Baptiste Capfig qui publie en 1855 son Histoire des grandes opérations financières. C'est un catholique anticapitaliste qui, dans cet ouvrage, diffuse un certain nombre de préjugés anti-juifs que les socialistes auraient pu reprendre à leur compte. C'est ce qu'on peut appeler la seconde source de la passion d'Édouard Drumont, c'est la résurgence d'un anti-judaïsme catholique. Exactement. Contre le peuple déicide. Voilà, il y a cette vieille accusation, ce vieil anti-judaïsme religieux qui repose, pour résumer, sur trois griefs. Bien évidemment le thème du peuple déicide, le thème du faux messianisme et le thème de l'exclusivisme politico-religieux. L'exclusivisme, c'est-à-dire cette méconnaissance juive du Messie, du point de vue catholique, aboutit à un exclusivisme, et l'attente juive du Messie, cette notion de peuple élu, est évidemment très mal considérée par la théologie catholique, parce qu'elle repose sur un malentendu d'essence théologique, et c'est un thème que l'on va retrouver chez beaucoup de penseurs catholiques
durant tout le 19e siècle, et également chez Édouard Drummond, bien évidemment. C'est là que un esprit républicain vient au contraire rejoindre la défense et l'illustration de la civilisation juive contre cet anti-judaïsme catholique. Et puis, il y a des moments, comme toujours, un peu spasmodiques sur telle ou telle affaire. Je pense à l'affaire Mortara, qui secoue beaucoup l'Occident. Il s'agit de ces enfants qui ont été baptisés subrepticement par une servante alors qu'ils sont dans une famille juive et qui, du coup, sont arrachés par l'Église catholique à leur foyer. Évidemment, ça crée des émotions symboliques très fortes. Pie IX, dans cette affaire, va se montrer pugnace dans cette volonté de ne pas céder à la campagne de presse qui se développe à l'échelle internationale, à la fois en France, en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe, pour que le jeune Edgardo Mortara soit rendu à ses parents juifs. Il va y avoir une polémique très très forte, orchestrée en France par un personnage qui va jouer un rôle important dans cette diffusion de l'anti-judaïsme catholique. Je veux parler de Louis Veuillot et de son journal L'Univers, l'ultramontain Louis Veuillot, qui, au moment de l'affaire Mortara, dans les années fin des années 1850, début des années 1860, via évidemment développer dans son journal L'Univers le thème du peuple déicide, le thème du faux messianisme, l'assimilation des Juifs à l'argent, l'assimilation également des Juifs à la modernité et au progressisme et au développement du capitalisme. Moi, chrétien catholique de France, écrit Louis Veuillot dans L'Univers en 1870, moi, chrétien catholique de France, vieux en France comme les chênes et enraciné comme eux, je suis constitué, déconstitué, reconstitué, gouverné, régi, taillé par des vagabonds d'esprit et de mœurs. L'idée qu'il n'y a pas d'enracinement chez le peuple juif, c'est également un thème qui est résurgent. Renégats ou étrangers, ils n'ont ni ma foi, ni ma prière, ni mes souvenirs, ni mes attentes. Je suis sujet de l'hérétique, du juif, de l'athée, rencontre entre le juif, l'athée, et il y a aussi le protestant qui est tout proche, et d'un composé de toutes ces espèces qui n'est pas loin, écoutez bien, de ressembler à la brute. Fin de citation. Il y a d'ailleurs dans ce passage cette théorie complotiste qui naît aussi à cette époque. C'est aussi l'âge d'or des théories du complot. Ça, c'est fondamental dans l'antisémitisme. La réalité serait un théâtre d'ombre et les Juifs, en coulisses, tireraient les ficelles. Il y a cette idée qu'on nous cache tout et que les Juifs, grâce à la banque et grâce aussi à un réseau de solidarité internationale, sont en mesure d'orchestrer des campagnes de persécution contre les populations non juives. Alors voilà les deux premières sources de cet antisémitisme de Drummond. On va lui redonner la parole une seconde fois. Et c'est un extrait de la Libre Parole, le journal, je le disais, d'Édouard Drummond, daté du 20 avril 1892. C'est le premier numéro de ce journal où il annonce ses intentions. La lecture est d'Henri Poirier sur France Culture le 28 août 1990. Ah oui, le châtiment est proche. Et la Libre Parole fera tout ce qui dépendra d'elle pour qu'il arrive le plus tôt possible. Le grand effort est accompli. L'œuvre de délivrance est en bonne voie, l'idée est imprimée dans tous les cerveaux. Bientôt tout le monde est exaspéré contre le juif. Les femmes françaises s'en mêleront et chasseront l'envahisseur à coups de balai. Les chiens eux-mêmes, les chiens de France, en force d'entendre répéter sans cesse, au milieu des imprécations, les noms sinistres des Rothschild, des Erlanger, des Dreyfus et des Isaac, se mettront de la partie et hurleront toutes les fois qu'il s'agira de l'un d'eux. Vous verrez comme il nous sera facile de nous arranger entre compatriotes lorsque nous serons débarrassés de cette horde de juifs venus de Francfort, de Cologne, de Hambourg, de tous les Meyer, de tous les Strauss, de tous les Reinhardt, qui s'amusent à nous faire battre entre nous pour nous dévaliser à leur aise, à la faveur du tumulte. Vous verrez combien tous les dissentiments s'apaiseront vite, lorsqu'on aura compris la parole de Jeanne d'Arc. Il faut que le sang de France soit maître. Lorsqu'on aura adopté notre programme qui se résume en un mot, la France aux Français. La France aux Français, voilà un cri que l'on entendra souvent à partir de ces années-là. Ce personnage de Drummond, Grégoire Kaufmann, il faut le restituer, parce qu'il est un peu sorti de la mémoire nationale. Oui, Édouard Drummond naît en 1844 à Paris. C'est un journaliste qui, après une lente et besogneuse ascension dans la presse, se convertit au catholicisme en 1880 et au même moment décide d'écrire un livre contre les Juifs. Tiens, en même temps.
Il pense être l'instrument de Dieu, il pense que Dieu dicte son œuvre, ce sont ses termes, c'est un personnage illuminé, habité par une idée fixe. Il va donc se mettre au travail et réunir dans ce bariolage de théories contradictoires entre elles, tout ce qui peut engranger contre les Juifs, et ça va donner naissance en 1886 à ce livre La France juive, qui est l'un des plus grands succès d'édition de la fin du 19e siècle. L'éditeur n'y croyait pas du tout. L'éditeur Marpon et Flammarion n'y croyait absolument pas. D'ailleurs, ils acceptent de publier le livre à compte d'auteur, c'est-à-dire que Drummond doit payer les frais d'impression. C'est sur les conseils d'Alphonse Daudet, qui est le grand ami de Drummond à cette époque, et bien que Marpon et Flammarion, les éditeurs, vont accepter de publier l'ouvrage, qui, à leur grande surprise, va rencontrer un succès de scandale qui défraie la chronique, absorbe l'attention de tous les journaux, toutes tendances politiques confondues. 65 000 exemplaires vendus en moins d'un an, c'est immense à l'époque, donc c'est un best-seller, c'est l'acte de naissance de l'antisémitisme français, le best-seller de la lutte anti-juive, et la naissance du phénomène Drummond, le phénomène Drummond de ces années 1880. Drummond devient un homme public et va tenter d'instrumentaliser cet antisémitisme en faisant à la fois un mode opératoire pour convaincre l'opinion, souvent situé à l'opposé de l'échiquier politique. Drummond prétend écrire La France juive sous l'inspiration de la grâce. Il se définit comme l'instrument de Dieu, et son antisémitisme est une réponse directe à la laïcisation de la société, à la déchristianisation de la France, selon ses termes, est aussi un appel à la remobilisation des catholiques contre ce qu'il nomme la République juive. Il en nourrit ensuite, à partir de 1892, un quotidien qui s'appelle La Libre Parole, qui n'a pas un immense tirage, mais qui a une certaine influence. Oui, c'est un journal qui va naître au printemps 1892, au moment où la République modérée affronte un certain nombre de crises, la crise anarchiste, les questions posées aussi par le ralliement des catholiques à la République. Et bientôt Panama. Bientôt le Panama, la crise sociale qui s'installe, et puis aussi la naissance de la question ouvrière. Drummond va profiter de cette fragilisation de la République modérée pour faire de son journal une feuille à scandale de dénonciation qui part en guerre contre la République bourgeoise, la République des hommes d'affaires, et qui va faire trembler la République sur ses bases au moment du scandale de Panama à l'automne 1892. Édouard Drummond n'est pas exempt de quelques cupidités, c'est peu dire. C'est un homme d'argent. Oui, la France juive fait de Drummond un homme riche, avec ses droits d'auteur. Drummond va faire, avec beaucoup de cynisme, de l'antisémitisme, une petite industrie, une bonne affaire. Il va d'ailleurs susciter des épigones, des imitateurs qui vont bien comprendre aussi que leur intérêt est de faire fructifier cette idéologie antisémite sous la forme des brochures, de tracts, du journal, etc. Comprenons bien qu'il correspond à un horizon d'attente et que, encore une fois, l'antisémitisme peut s'avérer une bonne affaire. Et les tirages de la libre parole seront également conditionnés par cette préoccupation. Quelle est, à votre avis, la force d'actualité de ces deux éléments majeurs de l'antisémitisme d'un Drummond dans les années 1880-90 ? Je parle de l'antijudaïsme chrétien et je parle de l'anticapitalisme de gauche. À mon sens, l'antijudaïsme catholique s'observe aujourd'hui de manière très marginale, dans des petites chapelles intégralistes, traditionnalistes. Il y a bien sûr peut-être la circulation de préjugés anti-juifs dans certains milieux catholiques très conservateurs, mais selon moi, cette tendance est aujourd'hui résiduelle et très peu représentative des nouveaux modes d'expression judéophobes apparus au début des années 2000. La tendance qui, à mon avis, aujourd'hui reste malheureusement d'actualité, c'est bien évidemment celle de cette assimilation des juifs à l'argent, à la finance anonyme et vagabonde, cette idée selon laquelle les juifs tiendraient en main la vie des peuples, la vie des États en jouant à coups de bourse, cette assimilation des juifs à un être apatride, à la finance internationale. Il y a encore cette dimension qui est très présente dans la propagande anti-juive aujourd'hui. Cet anticapitalisme, ce sentiment du complot a assez largement quitté les rivages de la gauche. Pas tout à fait. Il faut quand même savoir qu'il y a peut-être de la part d'une certaine extrême gauche aujourd'hui, dans l'expression d'un antisionisme radical, d'une terminologie, des manières de considérer l'État d'Israël qui pourrait faire penser à une argumentation anti-juive qui a une longue histoire derrière elle et qui remonte au 19e siècle. Il faut savoir que durant l'été 2014, il y a eu ces manifestations à Paris d'une violence inouïe avec des slogans appelant à la mort des Juifs dans les rues de Paris. Juifs. Il y a un magnifique article de Robert Badinter dans Le Monde après pour dire je pensais pas que de mon vivant j'aurais entendu à nouveau sur le pavé de Paris des cris aussi ignominieux. Et où l'on voit dans ces mobilisations assez impressionnantes à la fois des éléments pro-palestiniens venus soutenir les
populations de Gaza, et de l'autre, bien des éléments d'extrême gauche, souvent d'ailleurs dans le sillage d'une tendance trotskiste qui a pu essaimer et peut-être accoucher d'un antisionisme dévoyé qui aujourd'hui se montrerait tolérant à l'égard de l'expression de certains préjugés anti-juifs, ce qu'a très bien démontré Pierre-André Tailleff. La grande nouveauté, c'est évidemment, par rapport à la période que nous étudions ce matin, Grégoire Kaufmann, la période des années 90, quant à l'antisémitisme du temps, la grande nouveauté, c'est la création ultérieure d'un foyer national juif en Palestine, puis la naissance d'Israël en 1948, ce qui vient à cet égard introduire un élément tout à fait nouveau, c'est-à-dire l'antisémitisme confondu en effet avec l'antisionisme chez beaucoup de Palestiniens, dépouillés de leurs terres. En effet, l'antisionisme comme masque, comme visage de l'antisémitisme, ce qui est assez paradoxal, quand on remonte à la fin du 19e siècle et au fameux texte de Herzl, l'État juif, publié en 1897, il faut savoir que ce texte est très bien accueilli par un certain nombre d'antisémites, et notamment Édouard Drumont, qui estime que la création d'un État juif pourra régler les problèmes. Chacun chez soi, c'est l'expression de Drumont à ce moment-là. Évidemment, les choses évolueront par la suite, et l'antisionisme, comme je le disais, va prendre une connotation de plus en plus antisémite, notamment après la guerre des 6 jours. Nous allons venir à l'affaire Dreyfus, bien sûr, mais ce qui est notable, me semble-t-il, c'est que il y a 2 réactions absolument opposées à celle-ci. La réaction de Herzl, qui est un grand bourgeois autrichien venu en France. Il y a de très beaux textes d'ailleurs sur le fonctionnement du parlementarisme français de la Troisième République de Herzl qui ont été republiés récemment et qui, marqués par le choc de cet événement et par l'émergence d'un certain type d'antisémitisme à l'occasion de l'affaire Dreyfus, nourrit dès lors la volonté de créer cet État en Israël et en devient à la fois le prophète et l'annonciateur. Et puis il y a la réaction inverse, je pense à Emmanuel Lévinas, le grand philosophe que nous savons et qui a expliqué toujours que si son père est venu en France, c'est parce qu'il s'est dit que ce pays était magnifique, on était capable de se mobiliser de pareille façon pour défendre un juif innocent et justement condamné. Il faut savoir que lorsque Herzl publie l'État juif à la fin du 19e siècle, il est extrêmement mal perçu par les tenants du franco-judaïsme, cette grande tradition selon laquelle les Juifs savent gré à la Révolution française de les avoir émancipés, une association très forte entre l'idée républicaine et le judaïsme à l'époque. C'est une faille, selon ces tenants du franco-judaïsme, d'un péril très grave et d'un danger qui menacerait dans ses fondements l'intégration heureuse des Juifs à l'État républicain. Donc il y a une hostilité très forte de ces tenants du franco-judaïsme à l'égard de la naissance de l'idéologie sioniste. Il y a une troisième composante de l'antisémitisme d'un Drumont et des siens, c'est évidemment la naissance du concept de race, qui est un concept neuf qu'on ne discerne pas ou guère au XVIIIe siècle ou dans la première moitié du XIXe siècle. Les théories d'un certain scientisme dévoyé quant aux races et quant à la race juive pèsent beaucoup dans cet antisémitisme fin de siècle. Alors Édouard Drumont, lorsqu'il commence à s'intéresser à ce qu'il nomme la question juive, il est tributaire d'un antijudaïsme catholique. C'est un catholique de combat. Il va s'ouvrir à différentes influences, à différentes tendances. Alors évidemment, l'antisémitisme socialisant, dont on vient de parler, et également un antisémitisme racial, biologisant, que l'on retrouve dans un certain nombre de textes au XIXe siècle. Notamment, Ernest Renan a été l'un des premiers à mettre en opposition la figure de l'Arien et la figure du Sémite. Donc Édouard Drumont va beaucoup s'inspirer des thèses de Renan. Il y a aussi d'autres penseurs, je pense à Ribot, qui va tenter de théoriser l'infériorité physique des Juifs avec toute une terminologie visant à animaliser les Juifs avec un certain nombre de caractéristiques physiques. Donc une biologisation en fait du Juif qui est tributaire d'un mouvement scientiste et positiviste tout à fait éloigné du catholicisme de cette époque. Drumont va également s'imprégner très fortement de ces théories racialistes à vocation scientifique. On le voit dans l'œuvre d'Hippolyte Taine, qui a eu tant d'influence, on ne le lit plus guère aujourd'hui, mais qui a eu tant d'influence en son temps et qui, dans son introduction à l'histoire de la littérature anglaise, écrivait ceci. On est entre 1864 et 1872. Ce qu'on appelle la race, ce sont ces dispositions innées et héréditaires que l'homme apporte avec lui à la lumière et qui ordinairement sont jointes, écoutez bien, à des différences marquées dans le tempérament et dans la structure du corps. Là, on ouvre évidemment la voie à toutes les barbaries du XXe siècle. Un déterminisme physiologique, scientifique, affirmé par Taine,
Taine, l'un des grands modèles d'Édouard Drummond. Il faut savoir que La France juive commence par ces termes. Taine a écrit la conquête jacobine, je veux écrire la conquête juive, avec cette idée d'une minorité agissante qui tenterait d'exploiter le corps social tout entier. Donc cette influence de Taine sur Drummond, tant sur le plan de la vision de la Révolution française et de la théorie des minorités agissantes, que sur le plan évidemment de la race et du milieu, puisque selon Taine, il y a une correspondance entre la race et le milieu, et le racialisme tainien dérive étroitement de ce postulat. Je crois qu'on peut guère nier que ces années 1890 sont celles d'un certain développement de l'antisémitisme, même si là encore il faut se méfier en considérant les rapports des préfets, en considérant les écrits divers, de la surévaluation d'un certain nombre d'écrits, de textes, d'interventions. Il y a un article fameux, Les Juifs dans l'armée, expliquer, peut-être contribuer à développer un certain antisémitisme chez les militaires, qui est un des motifs finalement de l'iniquité absolue qu'a représenté la condamnation de Dreyfus. Parler des mobilisations antisémites, antisémitisme en effet présent dans les milieux militaires, mais en France, à ce moment-là, il n'y a pas de manifestation spectaculaire massive, des mobilisations de masse qui tendraient à développer un antisémitisme structuré. Beaucoup moins qu'en Allemagne ou par exemple en Autriche, à Vienne. Beaucoup moins qu'en Allemagne et en Autriche, en Hongrie à cette époque, évidemment. Il y a un meneur comme Lueger qui fédère des dizaines de milliers de partisans. Drummond a des dizaines de milliers de lecteurs, mais lorsqu'il s'agit d'accoucher d'un mouvement à proprement parler, d'une ligue, il a tenté d'en créer une à la fin des années 1880, et les militants, enfin, ne sont pas au rendez-vous. Il y a en France une circulation des thèmes anti-juifs. L'antisémitisme ressort davantage d'un exercice journalistique, d'un phénomène de salon, de stéréotypes qui circulent dans le discours social avec des variations qualitatives et quantitatives, mais les mobilisations de masse structurées sur le modèle des mobilisations politiques traditionnelles, eh bien, s'observent assez peu en France. Alors, il y a évidemment au moment de l'affaire Dreyfus des mobilisations qui réunissent plusieurs milliers de personnes dans certaines villes au moment de J'accuse en janvier 1898, mais on pourrait dire que c'est l'exception qui justifie la règle en quelque sorte, et que l'antisémitisme a la vie dure, les préjugés anti-juifs ont la vie dure, mais n'accouchent pas de mobilisation massive et impressionnante, comme on peut le voir à cette époque-là en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Il n'y a de députés élus sur le thème central de l'antisémitisme que dans un ou deux cas en Algérie, avec en particulier l'élection de Drummond, qui est député pendant une législature. Alors Drummond se fait élire sur un programme anti-juif en Algérie. C'est une configuration très particulière, car ce catholique est élu par des électeurs anticléricaux et radicaux. Et c'est assez compliqué de décrire la situation en Algérie. C'est une réaction au décret Crémieux, et cet antisémitisme de gauche se veut aussi une réponse au rôle attribué aux rabbins au moment des élections. On recycle aussi un antisémitisme de gauche en Algérie. Le décret Crémieux, c'est le décret qui émancipe les juifs en 1870 d'Algérie, et qui va créer un problème politique, puisqu'on va accuser les consistoires de faire voter en masse les juifs pour les candidats progressistes et opportunistes. Donc, Drummond va jouer sur ces tensions et va se faire élire dans ce contexte très particulier député anti-juif d'Alger en 1898. Il y a d'autres députés anti-juifs qui sont élus avec lui à cette époque. Mais on est en pleine affaire Dreyfus, et quand on regarde les programmes électoraux des candidats à l'échelle nationale, on voit que très peu d'entre eux font campagne sur le thème de l'antisémitisme, tant à relativiser aussi la force d'imprégnation des préjugés anti-juifs à cette époque, et ce qui nous met en garde, car l'antisémitisme est une composante essentielle de l'affaire Dreyfus, mais ne saurait symboliser à lui seul les enjeux de l'affaire Dreyfus. Il est dangereux de réduire l'affaire Dreyfus à sa seule dimension antisémite. On lit beaucoup La Croix, qui est fondée en 1883, dirigée par le père Bailly, et qui s'affiche, le journal La Croix pour le centenaire a eu le courage de le rappeler d'ailleurs, qui s'affiche comme violemment antisémite. Il s'autodéfinit comme le journal le plus anti-juif de France. Alors là, on est vraiment dans l'expression d'un anti-judaïsme catholique traditionnaliste dans le sillage de Pie IX, et de cette idée que les juifs sont assimilés à la modernité, à la république anticléricale triomphante. C'est une tendance bien identifiable, et évidemment, dans le monde des officiers, ces thèmes rencontrent un certain écho. Il faut savoir que beaucoup d'officiers sont à l'époque issus des rangs de la noblesse ou de la bourgeoisie catholique, et véhiculent un certain nombre de stéréotypes antimodernes très hostiles aux juifs. Il y a aussi cette méfiance dans l'armée à l'égard de la méritocratie républicaine, et les officiers juifs qui arrivent et que l'on rencontre au Metz, eh bien, sont souvent considérés par les autres comme étant l'expression d'une légitimité reposant sur le mérite et non pas sur le sang versé. Donc il y a plutôt Polytechnique que Saint-Cyr. Exactement. Donc voilà, il y a des préjugés anti-juifs très forts dans ces milieux-là. C'est le moment aussi où commence d'émerger l'Action française de Maurice Barrès, de Charles Maurras. Je voudrais vous faire entendre
De ce côté de l'opinion, la description de la dégradation dans la cour des Invalides, c'est un extrait des Scènes et doctrines du nationalisme de Maurice Barrès, publié en 1902, et c'est Jean Topard, dans l'émission fameuse de Pierre Cipriot, l'analyse spectrale de l'Occident, le 2 décembre 1967. Quand 9 heures sonnèrent, que le général tira son épée, que les commandements éclatèrent, que les fantassins portèrent les armes, et que les cavaliers mirent sabre au clair, le petit peloton se détacha d'un angle de l'immense carré. 4 hommes, au milieu le traître, tout raide, sur un côté l'exécuteur, véritable géant. Les 5 à 6 000 personnes présentes et qu'émouvait cette tragique attente eurent une même pensée: Judas marche trop bien. Dans ce désert, il allait d'un pas ferme, la mâchoire haute, le corps tout d'une pièce, la main gauche sur la poignée du sabre, la droite balancée. Son chien eût-il léché ces mains-là? Par une ligne diagonale, ce groupe sinistre arriva jusqu'à 4 pas du général figé sur son cheval pour s'arrêter brusquement. Les 4 artilleurs reculèrent, le greffier parla. La silhouette rigide ne broncha point, sinon pour lever un bras et jeter un cri d'innocence, tandis que l'adjudant de la garde, terrible par sa taille et magnifique de tenue, le dépouillait si vite et si lentement de ses boutons, de ses galons, de ses épaulettes, de ses bandes rouges, le tiraillait, le dépiotait, l'endeuillait. Le plus terrible fut quand, sur le genou, il brisa le sabre. Après quelques secondes, et quand il demeura déshonoré et désarmé, les poussées instinctives de la foule réclamèrent avec plus de fureur qu'on tuât ce bonhomme doré devenu un bonhomme noir. Mais la loi le protégeait pour lui faire subir des outrages réglementaires. Judas, jusqu'à cette heure, avait été un petit point immobile, battu par tous ces vents de haine. Maintenant, comme un pilori qui marche, il doit être approché des regards de tous. Il défile. La muraille militaire dont il fait le tour contient ses rages, mais semble prête à crever de fureur. À chaque instant, je crois qu'un sabre se lèvera. La foule, sur les grilles, sur les toits, réclame toujours sa mort. Quand il s'avance vers nous, le képi enfoncé sur le front, le lorgnon sur son nez ethnique, l'œil furieux et sec, toute la face dure et qui bravait, il s'écria, que dis-je, il ordonna d'une voix insupportable: « Vous direz à la France entière que je suis un innocent. » Judas, traître! Ce fut une tempête. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Judas, traître, Grégoire Kaufmann, Judas, traître. Le terme de la traîtrise juive précède l'affaire Dreyfus de plusieurs décennies. C'est un thème que l'on retrouve évidemment dans les écrits de Drummond 10 ans avant l'affaire Dreyfus. Cette idée d'une traîtrise naturelle des Juifs qui menaceraient l'intérêt national de l'intérieur et qui exigerait justement une réponse forte pour restaurer, renationaliser la France et exclure les Juifs les Juifs étant considérés comme un corps étranger complotant contre les intérêts nationaux. Donc il y a cette idée de la traîtrise juive qui est donc très présente avant même l'affaire Dreyfus, une mise en condition psychologique d'un certain lectorat, ce qui fait que lorsque l'affaire Dreyfus sera révélée par le journal de Drummond en octobre 1894, eh bien Drummond paradera et claironnera: vous voyez, j'avais bien raison, voilà l'exemple qui justifie mes théories. Nous, les chiens de la presse, allons aboyer comme des chiens fidèles pour sauver et nettoyer la Maison France. Il faut dire que la libre parole lancée en 1892 a été portée par le scandale de Panama, c'est son âge d'or. Le journal populaire de l'antisémitisme lance ce scandale de Panama qui va révéler les accointances entre certains corrupteurs de la finance et une partie du personnel républicain, un peu toutes tendances confondues, puisque les opportunistes, les radicaux, même certains boulangistes seront compromis dans le scandale. Eh bien, ça sera pour Drummond évidemment l'occasion de démontrer la prétendue bien fondée de ses théories sur le caractère corrupteur de la finance juive, puisque certains corrupteurs de l'affaire de Panama sont des juifs, et il va évidemment généraliser. Et il y a d'ailleurs à ce moment-là du scandale de Panama, en 1892, une poussée anti-juive, des manifestations anti-juives que l'on observe notamment à l'échelle professionnelle, qui ont été peu étudiées par les historiens et qui annoncent par bien des aspects l'affaire Dreyfus. Mais l'affaire Dreyfus, avec le recul, on peut avoir le sentiment qu'elle a contribué à purger la gauche largement de la tentation antisémite. Même un Jules Guesde décrit en septembre 1998 que l'antisémitisme n'est qu'une des formes de la réaction. Et cette purge, si je puis dire, va assez loin vers le centre. Le maître des études de l'école libre des sciences politiques, personnage comme Leroy Beaulieu,
qui est une sorte de paladin du libéralisme économique, qui écrit, au moment de l'affaire Dreyfus, « L'antisémitisme n'est conforme ni à nos principes, ni à notre génie national. Il nous est venu du dehors, de pays qui n'ont ni notre esprit, ni notre tradition. » On renvoie à l'antisémitisme outre-Rhin et même loin vers l'Est. Il nous est venu d'outre-Rhin, de la vieille Allemagne, toujours prompte aux querelles confessionnelles et toujours imbue de l'esprit de caste, de la nouvelle Allemagne, toute gonflée de l'orgueil de race, et dédaigneuse de ce qui n'est point tudesque. L'antisémitisme, ajoute-t-il, et c'est important, peut aussi se réclamer de la Russie, de cette énorme et informe Russie, demeurée dans ses steppes et ses forêts, à l'écart des grands courants de la vie moderne. C'est l'archaïsme, finalement, l'antisémitisme. De la sainte Russie orthodoxe, à demi orientale, à demi asiatique, qui cherche l'unité nationale dans l'unité religieuse et ne fait pas toujours meilleur visage aux catholiques, aux luthériens, qu'à l'israélite. Fin de citation. Cette idée qu'on retrouve chez le roi Beaulieu est très présente à l'époque chez les adversaires de l'antisémitisme. L'antisémitisme étant au départ assimilé, lorsqu'il surgit sur la scène publique avec Drummond en 1886, beaucoup de commentateurs s'exclament « Mais attendez, c'est une doctrine danubienne, russe, austro-hongroise. Et nous, en France, on est protégés de l'antisémitisme par le cordon sanitaire que constituent les principes de 1789. » Et c'est de l'Est, c'est de Russie que vient le texte... Le protocole des sages de Sion, forgé par une officine tsariste. Au moment de l'affaire Dreyfus, et sous la probable influence des écrits de Drummond, évidemment, on va forger ce faux antisémite qui circulera après la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'un faux antisémite visant à démontrer l'existence d'un prétendu complot juif, puisque l'on représente dans ce faux des sages, les sages de Sion, complotant contre les peuples non-juifs à l'échelle internationale. Ce texte va connaître une diffusion importante après la Première Guerre mondiale et sera l'un des principaux ingrédients de l'antisémitisme hitlérien. Il est d'ailleurs frappant que Émile Zola, qui avait repris dans son roman L'Argent, précédemment, en 1891, un certain nombre de thèmes antisémites pour expliquer la chute de la Banque catholique, l'Union générale en 1882, que Zola quitte entièrement ce type de tentation, comme on sait, avec en particulier le fameux J'accuse, qui va être un tournant de l'affaire Dreyfus et va permettre qu'après l'acquittement d'Esterhazy, qui était en fait le vrai coupable, l'œuvre, l'effort des Dreyfusards puisse reprendre son élan. Écoutons, je crois qu'on lui doit ça, écoutons cet extrait du J'accuse d'Émile Zola. Vous savez que le titre a été trouvé par Clémenceau. Cet article essentiel est publié dans l'Aurore le 13 janvier 1898 et c'est Jean Topard en l'occurrence qui le lit pour l'émission de Cyprio, Analyse spectrale de l'Occident, en 1967. Que de gens je connais qui, devant une guerre possible, tremblent d'angoisse, en sachant dans quelles mains est la défense nationale, et quel nid de basses intrigues, de commérages et de dilapidations est devenu cet asile sacré où se décide le sort de la patrie. On s'épouvante devant le jour terrible que vient d'y jeter l'affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d'un malheureux, d'un sale juif. Ah! Tout ce qui s'est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des meurtres d'inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d'État. Et c'est un crime encore que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment dans la défaite du droit et de la simple probité. C'est un crime d'avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes, lorsqu'on ourdit soi-même l'impudent complot d'imposer l'erreur devant le monde entier. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a pervertie jusqu'à la faire délirer. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle ne s'en est pas guérie. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine. Et c'est un crime, enfin, que de faire du sabre le Dieu moderne, lorsque toute la science humaine est au travail pour l'œuvre prochaine de vérité et de justice. On ne peut pas, Grégoire Kaufmann, exagérer l'importance
de l'affaire Dreyfus du point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire cette réflexion sur l'antisémitisme des débuts de la Troisième République en France. Édouard Drummond révèle l'affaire Dreyfus dans son journal La Libre Parole. D'ailleurs, ça apparaît très nettement dans le texte de Zola qui, soulignons-le, ne cite jamais Drummond. Il a employé le terme de presse immonde. Zola ne citait jamais Drummond, il préférait ce terme générique de presse immonde. Ou bien empoisonneur de l'esprit public. Ça lui servait à désigner Drummond et son journal, à la grande rage et à la grande colère de Drummond qui, chaque semaine, dans ses écrits, invective Émile Zola en le citant nommément et qui, en retour, n'est jamais cité par Zola. Donc voilà, simplement pour essayer de décrire un peu la nature de la relation entre les deux hommes. On parlait du livre de Zola, L'Argent, publié en 1891, où il est vrai que le romancier sacrifie un certain nombre de stéréotypes anti-juifs en affirmant par la bouche de son personnage principal, Saccard, que, je cite, la bourse est une besogne de juifs. Alors, comment faire la part des choses entre les motivations intimes de Zola et qu'il veut démontrer à travers l'itinéraire de son personnage, c'est un peu dur à départager. Ce qui est important, c'est qu'à cette époque, Drummond est encore apprécié dans un certain nombre de chapelles socialistes et il a encore des soutiens à gauche, notamment du côté des socialistes réformistes, des socialistes indépendants, comme on les appelait à l'époque. Je veux penser à Viviani, à Millerand ou encore à Rouanet qui rencontrent Drummond et qui organisent avec lui plusieurs offensives contre leur adversaire commun. Je veux parler de la République modérée, des progressistes républicains qui occupent le pouvoir à ce moment-là. Il y a donc chez Drummond cette indétermination doctrinale, une forme de flou qui lui permet de brouiller les clivages partisans. Il faut savoir qu'à l'époque, l'antisémitisme circule d'un camp à l'autre et que certaines manifestations d'hostilité, des préjugés négatifs habitent le discours politique de beaucoup d'acteurs de la scène publique. On le trouve même à certains moments chez Clémenceau, dans un livre qui s'appelle Au pied du Sinaï, alors que, comme Jaurès, c'est un combattant magnifique de la lutte contre l'antisémitisme à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Il y a une espèce d'habitude un peu molle de caractériser les Juifs, c'est un peu à la fois plus paresseux que pervers. Ça fait partie d'une forme de grammaire culturelle, des préjugés qui, en toile de fond, imprègnent l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'affaire Dreyfus, les masques tombent. Les socialistes qui avaient voulu organiser avec Drummond certaines offensives communes contre la République modérée s'éloignent de Drummond radicalement avant même de s'engager en faveur de Dreyfus. Il y a un premier mouvement chez les socialistes de dire finalement celui-ci n'est pas de la famille. Donc ils vont assimiler Drummond à la réaction, au césarisme, au cléricalisme. Et il y a cet ancrage à droite de l'antisémitisme à cette époque-là parce qu'il est identifié comme tel par ses adversaires. Il y a une forme d'union sacrée, on pourrait dire presque, à ce moment-là, entre les républicains modérés et les socialistes qui, avant même de se retrouver sur la question de l'affaire Dreyfus, vont se retrouver par rapport à la définition d'un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est l'antidreyfusisme maximaliste incarné par Édouard Drummond, l'antisémitisme ligueur, l'antisémitisme qui fronde l'ordre établi et l'antisémitisme poissard associé à une terminologie d'une vulgarité souvent dénoncé par ses adversaires. Drummond est rejeté à droite de l'échiquier politique. L'antisémitisme va devenir à cette époque une sous-composante du nationalisme qui ne peut survivre qu'en nouant des alliances avec les forces de la droite catholique classique. Et on assiste à un virage conservateur de l'antisémitisme dans les années immédiatement postérieures à l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, c'est le temps du déclin très rapide et très marqué de la libre parole de Drummond qui peu à peu s'efface. À partir du moment où Drummond se coupe de ses soutiens de gauche, à partir du moment où l'antisémitisme est rejeté à droite de l'échiquier politique, Drummond n'est plus en mesure de brouiller les traditionnels clivages partisans qui avaient fait son succès dans les années 1880 et 1890. Il va se marginaliser, la libre parole va perdre des lecteurs, et puis il faut dire qu'arrive à cette époque une nouvelle génération de nationalistes antisémites, notamment incarnés par l'Action française, avec des méthodes de combat plus efficaces, plus violentes, en empruntant également à Drummond cette tradition de l'antisémitisme théâtralisé, des campagnes de presse, de la chasse au scandale et des campagnes d'intimidation qui caractérisent les méthodes de combat des antisémites à cette époque. Mais oui, c'est un instrument finalement du nationalisme, de l'Action française et d'autres. On le voit par exemple dans l'expression des camelots du roi, la jeunesse qui soutient l'Action française, la jeunesse des écoles à ce moment-là. L'antisémitisme devient un élément de leur propagande et de leur combat. Et puis il y a la guerre de 14. La guerre de 14 où les choses changent beaucoup, de même que l'anticléricalisme diminue, les curés ayant pris sac au dos. De la même façon, pour un certain nombre même du côté de l'Action française, il y a prise en compte du patriotisme des Français juifs.
C'est l'époque où Barrès salue le désir passionné d'Israël, c'est toujours une formule d'époque, de se confondre dans l'âme française, et il salue leur patriotisme. On assiste pendant la guerre de 14 à un démenti cinglant infligé aux théories antisémites, évidemment, qui précèdent la guerre, puisque, selon Drummond et consorts, les Juifs sont incapables de prendre les armes pour aller défendre leur pays, puisque ce sont des traîtres en puissance. Les Juifs sont incapables de vibrer à l'unisson d'une histoire commune et nationale, Drummond considérant que le Juif est un être antinational, et on va bien voir pendant la guerre de 14, et bien évidemment que les Juifs qui vont mourir au front infligent un démenti sans appel à ces théories inégalitaires propres à Drummond et à ses disciples. Ça n'empêchera pas, dans de nombreux secteurs de l'extrême droite, de voir ressurgir l'antisémitisme avec une grande violence dans les années 30, évidemment, au moment de la montée du péril totalitaire du côté de l'Allemagne, puis de l'Italie. Mais c'est une autre histoire. Oui, avec de nouveaux ingrédients. Il faut savoir que l'antisémitisme s'adapte sans cesse à la conjoncture. C'est un discours mouvant qui sait agréger les éléments puisés dans l'actualité immédiate pour se renouveler. Dans les années 1920, fin des années 1920 et surtout années 30, on va voir l'antisémitisme se renouveler à la source de nouveaux arguments. Je pense par exemple au thème du judéo-bolchevisme, puisque la révolution communiste est assimilée aux juifs et aux théories marxistes. On pense aussi au protocole des sages de Sion, qui va, on disait, connaître une diffusion mondiale et imprégner le discours antisémite tant en France qu'en Allemagne et dans d'autres pays. Donc on va également assister à un renouvellement de la terminologie anti-juive avec l'apparition de pamphlétaires comme Céline, qui va donner un nouvel accent en fait à cette expression de l'antisémitisme à cette époque. Donc voilà, il y a ce renouvellement permanent qui explique aussi la faculté d'adaptation de l'antisémitisme à la conjoncture, ces théories du complot qui engendrent des doubles à l'infini. Avec évidemment une résurgence de l'antisémitisme racial qui durera jusqu'à la Shoah. Alors on assiste dans les années fin des années 20 et vraiment dans les années 30 à un âge d'or des nouvelles théories racialistes visant à catégoriser la race juive comme inférieure, et ces nouvelles théories elles viennent d'Allemagne et elles vont imprégner en profondeur l'expression de l'antisémitisme français. Disciples de Drummond comme Jean Drault, Henri Coston, Lucien Pemjean, mais également Louis-Ferdinand Céline, très sensibles à l'approche racialiste et à prétention scientifique de l'antisémitisme nazi. Même si pour ces années-là, comme précédemment, il faut prendre garde à ne pas surévaluer, certains auteurs l'ont fait, surévaluer la profondeur de l'imprégnation antisémite dans la France de ces années-là. Merci beaucoup Grégoire Kaufmann. Votre livre s'appelle Édouard Drumont, paru chez Perrin en 2008. Et on devrait bien le ressortir en livre de poche. Peut-être ça arrivera après cette émission. Michel Vinocq est un auteur majeur sur ces questions. Je cite seulement son livre paru au Seuil, son recueil d'articles paru au Seuil en 1982 et tout juste réédité dans la collection Point, Nationalisme, Antisémitisme et Fascisme en France. 2 livres importants, et vous en trouverez d'autres bien sûr sur notre site, 2 livres importants consacrés à l'affaire Dreyfus, le livre de Philippe Auriol qui s'appelle L'histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, avec toute une réflexion sur la trace qu'elle a laissée dans l'histoire politique et affective et intellectuelle française, publié aux Belles Lettres en 2014, et puis l'excellent ouvrage de Bertrand Joly, Histoire politique de l'affaire Dreyfus, paru tout récemment également chez Fayard. Samedi prochain, c'est un sujet que j'ai choisi pour balancer l'analyse, pour poser la lumière à côté du tellurique, le solaire à côté du sinistre. Samedi prochain, nous parlerons des justes en France, le revers de la haine, avec Patrick Cabanel, historien notamment du protestantisme. Ce sera une émission qui sera diffusée en direct du Salon du Livre. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Nathalie Lempereur et de Jeanne Guéroux, réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec aujourd'hui à la prise de son Sébastien Labat.